o sol nunca vai parar de brilhar como o meu coração. Eu sei que o mundo não vai parar de girar como o meu coração. Un livre qui est un livre événement, un livre qui est aussi un livre qui parle des autres, ce qui est une des fonctions que la littérature de la communauté française de Belgique a parfois un peu perdu l'habitude d'exercer comme activité et comme attention aux autres plutôt qu'à soi, ce qui permet souvent à des auteurs comme par exemple les écrivains flamands que je fréquente beaucoup, ou les écrivains anglais ou espagnols que j'ai beaucoup fréquentés dans le contexte de peine internationale, ce qui leur permet à eux de vraiment trouver, me semble-t-il, une dimension internationale plus facilement, ne serait-ce qu'en vantant la qualité de leurs confrères et de leurs consoeurs. J'évoque cet aspect-là parce que nous sommes à l'AEB, parce que c'est un livre important et parce que c'est Éric Brognier qui est mon invité, enfin qui est votre invité, parce qu'il fait partie de ceux-là justement qui sont les avocats, qui sont les promoteurs, qui sont les éditeurs, qui sont les défenseurs des autres écrivains, en particulier des poètes, et il le démontre encore dans ce livre. Je voudrais vous lire une citation qui concerne Éric Brognier avant de lui poser la première question concernant le livre, en sachant que nous n'avons que 30 minutes. Éric Brognier est devenu une des consciences de référence dans le domaine de la poésie d'aujourd'hui, capable du retrait créatif comme de l'immersion dans l'action. Il est un lyrique surdoué qu'aucune scansion, aucune respiration ne rebute. Dans les registres les plus divers, il fait preuve d'une souveraine sûreté, sachant aussi réinvestir un espace du sacré que l'on croyait déserté par la poésie de ce temps. Éric Brognier croit à une capacité d'illumination poétique. Il y a une fièvre dans cette poésie de la passion, mais aussi une intelligente guidance. La synthèse de la pulsion et de la réflexion donne tout son prix à cette aventure poétique majeure. Ceci est un texte qui est paru dans Le Soir, et je vous laisse deviner sous la signature de qui, en février 2001. En relisant ce texte, je me suis dit qu'il s'appliquait idéalement à ce livre, qui est un livre qui rassemble, comme l'a dit la vice-présidente de l'AEB, qui rassemble une série de réflexions sur la poésie d'Éric Brognier, sur le rôle de la poésie dans le monde, sur la définition que l'on peut donner de la poésie, mais c'est aussi un portrait d'une série de ses confrères et consoeurs, parmi lesquels j'en citerai deux, Colette Nice-Mazur et Philippe Jones. Alors, première question, parce qu'on n'a qu'une demi-heure, donc on ne pourra pas faire une investigation complète du livre qui fait 500 pages et qui est, à chaque page, je vous recommande vraiment et de l'acheter et de le lire. À chaque page, il y a une sorte de méditation sur ce qu'est la poésie, et c'est à cette méditation-là que je vais inviter Éric Brognier à répondre à une série, non pas de questions, mais de réflexions que m'ont inspiré certains passages du livre. Alors, un des premiers titres d'un des chapitres du livre est « La poésie comme réponse », non, la poésie est le désenchantement du monde. Alors, Éric Brognier, première question, est-ce que la poésie peut être considérée comme une réponse au désenchantement du monde? Et de quel désenchantement parlons-nous? De quel monde parlons-nous? Et de quelle poésie parlons-nous? Le désenchantement du monde, en quelque sorte, c'est celui que
notre histoire à laquelle notre histoire nous a confrontés depuis la fin du siècle des Lumières. À cette époque-là, je rappelle l'importance, par exemple, de Diderot, qui est un des premiers à affranchir en quelque sorte l'imagination poétique de l'obligation d'une certaine forme de description et de coïncidence avec le monde de la réalité environnante. Il reconnaît, comme vont le faire à peu près à la même époque les romantiques allemands, il reconnaît à l'imagination et à l'inconscient une capacité d'illumination à la fois poétique, spirituelle, créatrice. Et en quelque sorte, la poésie et le désenchantement du monde, pour moi, sont liés dans la mesure où cet instant de cristallisation que représente le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, coïncide avec une nouvelle vision de l'aventure poétique. Et puis, il faut aussi souligner à quel point le progressif découplage entre le sacré et le monde contemporain, entre le spirituel et le créatif, va au cours du XIXe, puis du XXe, et encore en ce début de XXIe, approfondir en quelque sorte le fossé existant entre le créateur, entre l'humain et non seulement l'humain et ses dieux, mais l'humain et lui-même, jusqu'à travers cette expérience atroce, n'est-ce pas, qu'est la Shoah, dont un poète comme Paul Celan a assumé totalement les conséquences dans l'ordre de la littérature, de la poésie et de la pensée. Un des passages du livre, donc on va un peu aller se promener dans quelques-unes des questions du livre, et peut-être que les réponses vont se recouper. La deuxième question que j'aimerais poser, après le fait que la poésie puisse être une réponse au désenchantement du monde, serait quelle est la fonction primordiale du poète dans ce monde-là. Tu indiques, Éric, qu'il pourrait être désigné comme étant un transformateur et de la vision du monde et du code linguistique qui sert soit à l'exprimer, soit à se situer à l'intérieur de ce monde. Et je pense, pour rebondir sur la première question, que effectivement, depuis cet impensable que représente la Shoah en plein milieu du XXe siècle, le rôle d'un poète est non plus d'être une espèce de voyant omniscient, mais, et l'exemple de Celan et d'autres poètes de sa génération le démontrent, d'être un témoin. Il parle pour tous d'une réalité qui concerne tous, c'est-à-dire l'humanité. Donc le rôle du poète après 1945, c'est bien celui de prendre et de porter témoignage. Alors, la poésie, à partir de là, ne peut être uniquement un exercice, ou l'art en général ne peut être uniquement un exercice esthétique, il se double nécessairement d'une portée ou d'une ambition critique, c'est-à-dire de réflexion sur les pratiques, sur les langages esthétiques et sur la condition faite à l'humain dans un monde de plus en plus inhumain. Alors, tu as indiqué, je vais te citer, à l'heure où, donc aujourd'hui, maintenant nous sommes plus d'un demi-siècle après la Shoah, et nous entrons dans une sorte d'ère qui est après la Shoah et qui repose des questions sur la place de l'individu à l'intérieur de la société et de la société à l'intérieur d'un ensemble mondialisé. Tu indiques, à l'heure où s'est élaboré un nouveau dogme planétaire basé sur des concepts comme l'individualisme, la culture du bannissement, l'argent roi et la dominance économique universelle, plus d'autres constats que tu fais, tu indiques, il est à craindre que ceci ne puisse conduire qu'à la réduction au silence de la parole poétique ou à sa marginalisation. Est-ce qu'on est arrivé à ce stade-là aujourd'hui, selon toi, puisque ton livre, et tu le dis dans une gentille et
pertinente dédicace que tu m'avais adressée. Ce livre est aussi une approche de toi par les autres, de soi par les autres. Est-ce que quand tu vois la poésie aujourd'hui telle qu'elle se présente dans ce dispositif que tu décris, est-ce que tu t'y retrouves toi et est-ce que tu retrouves des éléments du langage poétique qui nous aident à le subir? Je pense que la position du poète n'a jamais été aussi exotique qu'aujourd'hui. Quand je dis exotique, c'est pas dans le sens touristique, hein, c'est dans le sens d'être un exote, quelqu'un qui est hors champ, qui est obscène, à côté de la scène, et qui en devient obscène par rapport à un monde dont la valeur principale est celle de faire du fric, de dominer l'autre, non pas de s'intéresser à lui, mais de littéralement le phagocyter et en quelque sorte, c'est la continuation des quelques génocides que nous avons connus au cours des dernières décennies, le meurtre de l'autre en tant qu'il est autre, c'est-à-dire différent de soi. Donc par conséquent, je considère que la place de la poésie est celle du créateur poétique aujourd'hui. Quand je dis créateur poétique, c'est peut-être un pléonasme. J'inclus là-dedans les peintres, j'inclus les vidéastes, les musiciens, etc. Je pense que cette position n'a jamais été autant une position de producteur de samizdat. Voilà. Oui, là on pourra entrer dans ce qu'est le monde de l'édition aujourd'hui et la capacité pour la poésie notamment, mais pas seulement, mais aussi pour la littérature, notamment notre littérature, puisqu'on est à l'AEB, sa capacité à être diffusée, donc à être connue, donc à être lue, peut-être à être traduite aussi. Et je pense que ça va même au-delà de ça, au-delà même des mécanismes techniques, parce que si l'on s'en réfère aux efforts consentis par une fédération Wallonie-Bruxelles bien exsangue, malheureusement, par manque de moyens financiers, on ne peut pas dire que les pouvoirs publics soient restés les bras croisés pendant les 40 ou 50 ans qui viennent de se passer. Donc sur le plan des outils, je pense que là, on s'est doté d'un certain nombre de moyens. Sur le plan financier, évidemment, j'ai eu à connaître très intimement la gestion du budget des lettres et de la lecture. Il y a une vingtaine d'années d'ici, il est évident que par rapport au budget global de cette institution, le domaine des lettres est celui encore, c'est pire, des arts plastiques, c'est de la roupie de Sansonnet par rapport à d'autres budgets. Je pense que ce qui est plus grave que ces mécanismes techniques, c'est en fait le contexte dans lequel nous évoluons et qui est un contexte qui est marqué essentiellement par, le fait de pouvoir tirer un maximum de dividendes immédiatement d'une production quelconque. On est dans un monde boursier, et dans ce monde boursier, il est évident que la poésie et l'art en général n'ont guère la prééminence sur les stratégies de vente, de marketing. Je voudrais à cet égard rappeler une confidence que m'a fait Guy Goffet il y a à peu près une vingtaine d'années, lorsqu'il travaillait à son beau livre sur Paul Verlaine, Verlaine d'ardoise et de pluie, publié chez Gallimard dans la collection L'un et l'autre, dirigée par Jean-Baptiste Pontalis. Il a dû recommencer 4 ou 5 fois l'écriture de son livre parce que celui-ci ne correspondait pas totalement, d'après le directeur de collection qui avait reçu des remarques de l'éditeur, aux stratégies élaborées par le service marketing de Gallimard. Le service marketing avait fait une étude de marché et le livre devait correspondre à ce que le grand public attendait de l'image du poète Paul Verlaine, le but n'étant pas de livrer une œuvre originale, mais surtout un produit vendable dans un rayon le plus large possible. Et voilà le contexte dans lequel nous évoluons tous aujourd'hui, qui que nous soyons, que nous soyons connus ou pas connus, nous évoluons dans un monde dont l'optimisation économique et fiscale représente essentiellement la règle la plus importante. Alors, je vais un peu faire l'avocat du diable ici, parce que ma question initiale ne portait pas sur
volets techniques de la distribution et de la fabrication du livre, parce qu'on pourrait aller plus en amont du soutien des pouvoirs publics à l'accès à la littérature en incluant davantage de littérature au niveau de l'éducation, au niveau de l'école, au niveau de ce qui n'est peut-être pas le cas. Mais on perdrait un peu une partie de ce qu'il y a dans ce livre. Et il y a un moment donné où tu évoques la place de la poésie en indiquant que sa place par rapport à la modernité. Et par ailleurs, tu indiques dans un autre chapitre que la littérature et donc la poésie est toujours un combat et s'affirme toujours comme révolte contre l'ordre ambiant, en donnant comme exemple Don Quichotte et en indiquant que le succès n'est pas nécessairement au rendez-vous quand on pense à ce pauvre Alonso Quijana, abandonné de tous et de lui-même à la fin de sa vie. Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question alors de, sans vouloir imposer une forme à la poétique, mais s'interroger sur le fait que parfois la poésie n'est pas rendue accessible, non seulement parce qu'on ne sait pas qu'elle existe, mais parce que ce qu'on en voit est parfois isolé de l'ensemble du monde, n'a pas ces liens de l'art avec la conscience du monde qu'on pourrait avoir. Et ça, c'est un problème alors d'éducation, c'est un problème d'accès à la lecture, et je dirais au-delà de la lecture, l'accès au code artistique. C'est valable aussi bien pour la musique, pour la peinture que pour la littérature, je pense. Il y avait, je ne sais pas si ça existe encore, mais il y avait à l'époque un travail qui était fourni tant au sein des établissements scolaires qu'en dehors, par les académies, par diverses associations qui éduquaient les enfants que nous étions à la musique, mais aux arts visuels ou à la poésie, au-delà des récitations imposées. Mais là, on est dans un problème d'éducation et un problème de maîtrise des codes. Mais je pense qu'au-delà encore de ces mesures, qui sont des mesures éducatives et techniques, le contexte sociétal dans lequel nous évoluons ne favorise pas cet apprentissage. Parce que nous sommes dans une société du selfie, la critique, lorsque l'on pense à quelque chose de manière critique, cela devient presque une attitude comparable à celle de la diffusion d'un spam. Ne vous opposez pas à l'opinion ambiante, vous serez considéré comme un hacker de la pensée établie. Donc, c'est plus le contexte global dans lequel nous évoluons qui crée, selon moi, ce découplage entre la capacité à se laisser toucher par une œuvre d'art. Sortons de l'objet poème par une œuvre d'art en général. J'ai un peu peur, et c'est de ma faute, que dans cet entretien, on s'éloigne un peu du livre et qu'on est censé aussi présenter. Alors j'aimerais qu'on y revienne pendant les 7 minutes qui nous restent. J'aimerais que tu nous racontes un peu comment tu as construit ce livre. Pourquoi est-ce qu'il est comme il est, c'est-à-dire des portraits, des articles sur certains poètes que tu apprécies en particulier, que tu resitues dans un contexte plus global, et en quoi est-ce que ce livre t'a permis de mieux comprendre ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu écris, et qu'en attends-tu de ce livre? D'abord, pour être tout à fait clair, j'ai choisi de ne traiter en quelque sorte que des morts, et très peu des vivants. Parce que lorsqu'une œuvre appartient à l'histoire, lorsque son créateur, même s'il a disparu depuis peu de temps, a disparu, nous avons un minimum de recul. Face à des contemporains vivants, nous sommes face à des œuvres en cours d'élaboration. Il est parfois plus difficile de pouvoir poser un jalon, un regard critique. Toutefois, j'ai voulu à tout prix aborder certaines œuvres d'écrivains vivants parce que j'estime que ce sont des œuvres qui tranchent avec ce que je peux lire de nos jours et que, en quelque sorte aussi, ce sont des auteurs qui sont peut-être moins connus ou mal connus ou pas encore assez connus. Est-ce que je peux te proposer d'évoquer brièvement 2 d'entre eux? Oui, par exemple, Patricia Suescum, qui est une poète française, elle habite Nîmes, la région de Nîmes, elle est enseignante, elle a une 40aine d'années,
C'est une poète qui est hantée par la poésie et la figure de Alejandra Pizarnik, la poète argentine, suicidée à 36 ans. Et il y a aussi chez Suescum un ton qui rappelle le grand jeu, l'aventure esthétique de René Daumal et de ses amis du grand jeu, Gilbert Lecomte notamment, Roger Gilbert Lecomte. L'autre figure dont je voulais absolument signaler l'intérêt, c'est celle de Charline Lambert, qui est une écrivaine, une poète qui accorde au corps et aux limites que nous impose notre corps une attention toute particulière. Et elle a développé une langue qui, pour moi, est une langue extrêmement singulière, sachant qu'on est écrivain pas comme ça spontanément, mais on est d'abord un lecteur et on est aussi quelqu'un qui doit entendre. Et donc, les limites posées à l'audition peuvent être, dans le cas d'une poète comme Charline Lambert, un élément important de son langage et de sa musique poétique personnelle. Dans les rapports au corps, tu as aussi Nathalie Gassel, et dans les rapports à l'investissement total de soi, tu as aussi Jean-Louis Lippert. Absolument. Alors Nathalie Gassel ne peut pas être considérée, suivant un canevas strict, comme étant quelqu'un qui écrit des poèmes. Elle fait de la prose, mais une prose dont la teneur intime, comme l'a signalé Pierre Bourjade, a à voir avec l'expérience poétique moderne. Et c'est une écriture, notamment dans son premier livre, Eros androgyne, que je souhaite republier dans la collection érotique que je dirige aux éditions du Taillis-Bré. C'est un livre qui nous fait atteindre aux limites, vraiment les limites de ce que peut représenter l'essence du désir. Et nous sommes dans un monde où le désir est en quelque sorte fortement évacué, là encore au profit, je dirais, non pas de l'érotisme, mais d'une pornographie rentable. Voilà. Et Jean-Louis Lippert Quant à Jean-Louis Lippert, c'est un écrivain absolument, là aussi, l'exote le plus parfait que je connaisse dans notre pays, un écrivain qui n'a pas droit de citer ni voix au chapitre, et pourtant, j'ose l'affirmer, c'est notre plus grand romancier actuel, dans la mesure où, là aussi, son œuvre est une œuvre qui traite de la question aédique, celle de l'Aède, et où il lit, en quelque sorte, il relie l'Odyssée d'Homère à l'Ulysse de James Joyce, en passant par toute une série de mythologies qui ont à voir avec la pensée notamment caribéenne. C'est un intime de Patrick Chamoiseau, et c'est aussi un écrivain qui est peut-être celui qui a le mieux décrit les rapports de la Belgique avec sa colonie, le Congo. Je salue la présence de Nathalie Gassel qui vient juste au moment où on a arrêté de parler d'elle. On vient de t'évoquer, mais tu pourras écouter l'enregistrement. Alors, j'aimerais qu'on termine cet entretien trop court, peut-être en te demandant de répondre à la dernière question de ma dernière question, qui est que t'a apporté ce livre, que cherchais-tu dans ce livre, toi, puisque tu écris qu'il s'agit d'une approche de soi par les autres? Je ne cherchais rien de particulier, simplement, au bout d'une vie consacrée professionnellement à susciter des rencontres, comme vous le faites de même ici à l'Association des écrivains, j'ai éprouvé le besoin de rassembler un certain nombre d'écrits, mais aussi de les approfondir à la lumière du temps qui a passé et à la lumière aussi de mon expérience au sein de l'élaboration de ma propre écriture. Et à travers ces rencontres avec d'autres écrivains, Jacques Ancet, Jean-Luc Steinmetz, mais Henri Michaud, Philippe Jones, Fernand Veraison, Jacques Criquillon, Jacques Demode, Anne-Marie Smale, dont personne ne parle plus, mais qui est une grande poète de l'espace Wallonie-Bruxelles, il m'est apparu que la question poétique mettait en jeu deux choses à partir de notre conception de la modernité.
c'est la notion d'espace et la notion d'instant. Deux points qui ont été profondément médités par un philosophe comme Gaston Bachelard et que l'on retrouve de manière à peu près constante dans l'œuvre de tous les grands poètes que j'ai pu soit rencontrer dans ma vie ou sur lesquels j'ai pu écrire à travers ce livre. Et ces questions-là, ce sont évidemment les questions de l'identité, les questions du rapport entre le réel et la réalité, le silence et la parole. Et au fond, on voit que, pour résumer le propos, tout tourne autour de ce que j'appelle, à la suite de Maurice Blanchot, cet obscur noyau de silence où le poète, l'artiste, le créateur va chercher à se confronter aussi dans ses propres zones d'inconfort, et c'est dans cet obscur noyau de silence que peut-être se passe cette espèce de physique qui va donner naissance à l'éclosion, l'explosion, comme en une sorte de mini Big Bang, de l'objet poème ou de l'objet œuvre d'art. C'est cela que j'ai découvert à travers l'écriture et la réflexion qui m'a amené à concevoir cet ouvrage qui est un peu un ouvrage bilan aussi. Ça ne veut pas dire que c'est en tout cas, c'est un bilan et peut-être une étape. Certainement une étape. Alors pour terminer cet entretien, je voudrais citer deux poètes. L'un, Albert Aiguepars, qui dédia à Éric Brognier un de ses poèmes, Les décombres du temps, paru dans Les déchirures de la mémoire. C'est une manière de vous inviter à relire Albert Aiguepars. Voici ces trois vers. Nous enchaînent à elle, à la vie, 1000 complots, des connivences de soleil et de pluie, et dans le lent travail des générations, le mystère des empires éphémères. Et je voudrais vous lire aussi la dernière ligne de ce livre que je vous invite à nouveau à lire, à mettre dans votre bibliothèque en bonne place pour pouvoir le retrouver facilement et souvent. Éric Brognier termine son livre en disant « Le livre d'où je viens est un arbre dans le jardin de ma vie ». Merci Éric Brognier. Merci à vous. Eu sei que o sol nunca vai